j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Yo, et bienvenue au 4e épisode du podcast Un café au Losset. Merci beaucoup pour tous vos retours sur les 3 premiers épisodes, c'est toujours un kiff de vous lire, merci beaucoup. Pour le 4e épisode, j'ai pris un café avec Rémi Boy, on a parlé de stand-up au début, après on a parlé un peu de la société, on a parlé du journalisme notamment, et le sujet de la semaine c'était autour de la bouffe. Voilà, un sujet à la fois important parce que les humains sont obligés de manger pour survivre, mais aussi un sujet à la mode aujourd'hui avec tous les contenus autour de la bouffe, toutes les questions de savoir comment bien manger en 2017. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Et c'est parti pour un café au Losset avec Rémi Boy. Salut Rémi, comment ça va ? Salut Louis, ça va très bien. Ouais ? Très belle journée aujourd'hui. T'es content d'être là ? Je suis extrêmement content d'être invité dans ce podcast que j'affectionne beaucoup. Ok, bah moi je suis hyper content que tu sois là, merci beaucoup d'être venu. On va commencer en parlant un peu de stand-up, et je pose toujours la même question au début, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up ? C'est marrant que tu poses cette question. Parce que, non mais attends, tu sais, quand j'ai écouté le podcast de Marina, j'ai calculé que je sais pas trop. Ok. Je crois que ça fait presque 3 ans, mais je me rappelle plus quand j'ai commencé. C'est marrant, t'as pas eu un déclic de c'est maintenant que j'ai commencé. Bah si, mais j'ai oublié. Donc il me semble que c'est en février il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je sais pas. Et il faudrait que je me pose pour vraiment y réfléchir, mais j'ai pas eu le temps, je suis busy de ouf. Je crois que ça fait environ 3 ans. Ok. Ma technique, c'est de me dire, je crois que quand j'ai commencé, Adrien Arnoux, ça faisait 3 ans. Et je me disais, putain, j'espère que je serai aussi fort dans 3 ans. Tu l'es ? Non. Adrien, on en parle à chaque podcast. C'est le meilleur. Bah écoute, j'espère qu'il fera son heure bientôt. Bah là, il part à Montréal, mais on verra bien. Genre, on va parler de toi plutôt. Est-ce que là, t'en es où vis-à-vis du stand-up du coup après 2 ans et demi, 3 ans et demi, on sait pas trop ? Dans mon boulot, j'écris beaucoup de blagues. Tu vois, j'écris des vannes, j'écris des scénarios, j'écris des séries, je fais tout ça. Et ça me montre à quel point le stand-up est tellement la safe place, tu vois, de n'importe quel humoriste ou auteur, que j'aime de plus en plus ce stand-up parce que c'est vraiment le seul endroit où tu peux tester tes vannes. Je fais toi. C'est le seul endroit où tu peux tester tes vannes et avoir un retour direct, quoi. Okay. Et puis tu sais, on en a parlé des milliers de fois, mais aussi comment dire, avec l'expérience qui arrive, tu peux te lâcher de plus en plus sur scène. Et maintenant, je commence à vraiment avoir le sentiment de quand je vais sur scène, je peux dire ce que je veux. Et ça, c'est un kiff. Quand tu parles de dire ce que tu veux, du coup, quand tu choisis tes sujets, de dire ce que tu veux, c'est dire ce que tu veux en fonction de ce que toi tu veux ou en fonction de ce que tu penses, de ce qu'il faut parler en ce moment? Ah non, de ce que moi je veux, tu vois, c'est vraiment. Et c'est quoi? C'est même pas des trucs de sujet, mais c'est tout con. Hein, c'est juste que je peux raconter ma journée au taf en testant. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait un petit peu marrer dans ce que j'ai fait, ou ma journée, je sais pas, même des trucs de base de la vie quotidienne. Et je peux les raconter sous une forme que je trouve un peu amusante, tu vois, et ça me fait marrer de partager ça à des gens. Genre, ouais, je suis comme ça, j'ai fait des trucs comme ça, c'est un peu ridicule, est-ce que c'est ridicule? Et tu le vois, tu sais, avec les rires. Je sais pas, plus le temps avance, plus j'aime le stand-up et... Est-ce que tu penses que quand tu parles justement maintenant de parler de ce qui t'arrive dans la journée, des trucs comme ça, est-ce que tu penses que ton cerveau il se muscle pour pouvoir ensuite aborder les sujets de manière stand-up? J'en suis persuadé, ça. Je pense que les premières années de stand-up, c'est vraiment apprendre à ce que ce muscle commence à vraiment... Je suis déconcentré parce que Joseph m'a appelé. Tu vois. Joseph Roussin, on en parlera. Non, c'est que... c'est vraiment ça. Je pense que le début du stand-up, c'est déjà trouver ce muscle, genre voir... comment tu peux être drôle, qu'est-ce qui est la partie drôle de toi et à quoi les gens réagissent quand t'es sur scène, tu vois, genre ton style d'humour. Et une fois que t'as commencé à le choper, il faut le muscler, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans ta vie que tu peux relier à ce style d'humour que t'as, il faut que tu vois, c'est vraiment, plus qu'un muscle, je l'avais lu quelque part, c'est dans un bouquin stand-up, il parlait d'un 3e œil, tu sais. C'est vraiment une autre vision, genre tu vois une situation... Tu l'as vu avec tu vois, toute ta vie normale, et puis t'as ton côté stand-up qui dit attends, parce que ce truc, ça veut dire quelque chose sur ça. Et je sais pas, ça t'arrive souvent, mais tu te dis ah putain, ça pourrait faire un bon sujet, j'utiliserai cette histoire pour parler de ce sujet, même si ça n'a rien à voir, tu sais. Évidemment. T'en as combien des sujets que t'as jamais utilisés qui sont dans la... Oh putain, il y en a beaucoup. Ouais, je pense qu'il y a des siècles de stand-up. Je comprends. Tu parlais de ton style d'humour, genre, de trouver son style d'humour. Après 3 ans, t'as trouvé à peu près... Comment tu définirais plus ou moins ton style, même si c'est une question un peu bâtarde. Mais... Je sais pas si je l'ai trouvé en fait, hein. C'est juste je vois ce qui amuse les gens, je vois comment on me catégorise, tu sais.
Alors quand on parle de mon style d'humour, on n'en parle pas énormément, je l'ai pas lu dans les Inrocks, tu vois. Mais je sais pas encore, je sais que c'est plutôt le côté être sympa sur scène, tu vois, être plus le copain, ou j'aime bien que le public ait l'impression que quand j'arrive sur scène, je suis leur pote direct, tu vois, j'ai pas envie d'arriver et dire écoutez les gars, j'en ai gros sur la patate, ça va chier, tu vois. Je préfère plus installer un truc de attends, on va rigoler ensemble, parce que moi j'ai vu ça m'a fait rire, j'espère que ça va vous faire rire aussi, et c'est créer cette communauté directe. J'ai une théorie qui est venue après, ça doit faire 1 an que je pense à ça, c'est que le but d'un passage de stand-up, c'est transformer le plus vite possible le public en pote, pour qu'en fait tu fasses pas des vannes, mais vraiment des private jokes, tu vois. Genre que la vanne qui arrive sur scène, le public ait l'impression d'y avoir participé, tu vois. C'est un truc qu'on oublie un petit peu de temps en temps quand on est sur scène, je suis complètement d'accord, c'est le côté genre on oublie un peu qu'il faut créer aussi des réactions dans la salle. C'est le rire est l'élément essentiel, mais effectivement c'est pas juste être pro. Enfin après il y a le côté entertainer, mais je pense qu'on est tous les deux pareil dans le stand-up qu'on aime, c'est sentir que la salle, il y a un feeling dans la salle en général, et que le créer et jouer avec, et limite c'est pour ça que les salles où on voit pas bien le public, c'est un peu chiant pour nous qui aimons vraiment le stand-up direct. C'est le côté sentir la salle et se dire ok là ils sont choqués, du coup je vais aller les tirer de ce côté là, et ça c'est quand même agréable quand tu maîtrises dans ce sens là. J'aime beaucoup le rire de connivence, c'était vraiment le rire de ensemble on a rigolé parce que ce que je viens de dire c'était une blague, mais tu vois, tu peux la lire sur plusieurs trucs. Et du coup quand ça prend pas, c'est parce que c'est pas tes potes ou que... Ça prend pas, c'est que je suis mauvais hein, okay. Ça arrive très souvent. Non mais je veux dire ça arrive quoi, tu peux arriver, il y a rien de plus marrant, enfin pour moi hein, de essayer de créer une connivence qui marche pas quoi. Ouais, je comprends. Parce que là t'es vraiment dans le vide. Ouais, je comprends. Pas vrai les gars. Ouais. Nope. Je comprends, ça arrive. Tu sais, ça pourrait se résumer à vous avez déjà remarqué. Non. Vous trouvez pas que non, pas du tout. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ton histoire. Et du coup là tu parlais il y a 7 ans, c'est moi du coup j'ai découvert le stand-up francophone à Paris en te voyant sur scène avec Joseph au Paname, j'en ai déjà parlé. On s'était vu, je vous avais vu jouer et j'avais eu une identification directe en me disant mais putain genre on a l'air d'être à peu près dans la même mouvance, je pense qu'on serait potes si on se rencontrait. Et du coup toi, la première fois que t'as vu du stand-up en direct à Paris, t'as ressenti directement le côté en fait c'est ça. Ouais, complètement ouais. D'accord. Ouais, je me demande si c'était pas le premier stand-up que j'ai vu, j'en suis sûr, c'était une Deb Jam où j'étais allé avec mon petit frère. Parce que j'avais entendu parler du stand-up et j'étais là genre viens on va voir des mecs qui font des blagues, parce que c'est ce que j'aimerais faire et tout, et lui m'avait accompagné, on était contents d'aller dans la salle du Jamel Comedy Club et tout, c'était le seul truc qu'on avait à l'époque, tu vois. À l'époque c'était il y a 5 ans, on dirait que ça fait dans le 30 ans. Et après tu sais, j'ai vu ça et puis ça c'est resté, je crois que c'est 1 an après que j'ai commencé, c'est quand même resté vraiment dans c'était un projet vague que j'avais, parce que tu sais j'écrivais pas mal de sketchs, trucs comme ça, et vu que j'avais plein de potes dans le cinéma, j'étais plus allé dans cette direction. Et c'était d'être un peu blasé de pas pouvoir faire toutes les blagues que je veux, parce que c'est super long de créer une vidéo, la filmer et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, je vais aller tester, je suis allé sur une scène ouverte et puis voilà. Ok. Je voulais parler de Joseph vite fait parce qu'avec Joseph, vous avez un podcast tous les deux aussi, que tu coécris, le détective Froussin. Ouais, après, Froussin, tu sais, ça vient, c'est tard, tu vois, c'est après 2 ans, un peu plus de 2 ans de stand-up où j'ai pas mal côtoyé de comédiens et tout, et c'est... John Froussin, c'est un podcast, tu sais, quand on a commencé, on savait que, dans ma tête, moi, personne l'écouterait, tu vois, c'était vraiment juste un petit trip de, on a toujours kiffé les podcasts, on a toujours kiffé les histoires, et au début, on savait pas trop ce qu'on faisait, c'était, on essayait de faire des blagues, des histoires rigolotes sur 5 minutes, et puis plus ça avançait, plus on avait envie de faire un espèce de truc à la South Park, quoi, qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut avec les grands acteurs du moment, avec l'actu, tu vois, on peut faire venir qui on veut. Dans Froussin, le dernier, c'est qu'on Trump, tu vois, c'est trop marrant de mettre notre petit personnage qu'on a créé toute pièce, qui se retrouve vraiment au milieu d'histoires incroyables, tu vois, il traverse le monde pour des bêtises. C'est vrai. Et je trouve, au final, c'est même pas trop relié au stand-up, c'est vrai que c'est plus relié à l'esprit de communauté qu'on a créé à force, dont je fais partie, avec Joseph et toute la team de maintenant, tu vois, genre... C'est vraiment directement issu de ça, c'est des private jokes qu'on a pu instaurer entre nous, qu'on a créé un podcast, on raconte des histoires qui est vraiment, je trouve, clairement notre style d'humour, quoi. C'est un truc qui nous fait beaucoup rire, ce genre de réaction. On essaie de parler de... Et ce qui est cool, c'est que le grand chapeau de tout ça, c'est le stand-up quand même. Genre, et après, on crée nos projets les uns avec les autres. Pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le noyau dur de la comédie, de façon, en général. Le stand-up, pour moi, c'est la forme la plus pure, c'est le nectar de l'humour. Tu vois, genre, tu peux pas faire plus proche. Enfin, le stand-up, c'est vital à n'importe quel comédien, je trouve. Et du coup, une des dernières questions autour du stand-up, mais on n'a pas trop parlé de tes inspirations, etc. On va en parler vite fait, mais avant, j'aimerais savoir, t'as déjà fait 1 heure ? Non.
T'as jamais fait. Putain, dans ma tête, t'avais déjà fait 1 heure. Non, ok, j'ai c'était fait des 45 minutes, on va dire. Ok. Et du coup, ça, c'est vraiment un step que t'attends ou tu te dis. Enfin, l'heure, est-ce que l'heure, c'est vraiment un sujet C'est une bonne question. Ah, merci. Non, mais je veux dire, c'est marrant. J'ai une relation un peu marrante avec l'heure. C'est de vraiment, j'ai envie d'en faire une, mais j'ai envie qu'elle soit bien. C'est comme encore Adrien, tu vois. Genre, et j'ai l'impression que tous les mecs qui débutent le stand-up ou qui sont à Paris en ce moment un peu dans le milieu, on leur a mis la pression directe. Genre, Ouais, pour faire tu une heure. fais tes 5 minutes pour Mais faire après, une il heure. peut y avoir aussi le côté. Moi, c'est ce que je voudrais. J'avais fini ma première année de stand-up en faisant une demi-heure. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien finir ma deuxième en faisant un showcase d'1 heure. Pas pour que ça soit mon spectacle et pas pour être produit, pas pour le présenter à des Ouais. gens, mais pour dire, j'ai pris 1 heure une fois la scène, 1 heure, et c'est vraiment voir ce que c'est en fait, parce que c'est le format. Ouais. Juste faire un showcase en fait. Mais t'en avais Tu pourrais parlé avec complètement Marina, faire. tu sais, qu'elle t'expliquait qu'elle s'attendait pas à ce que déjà dans 1 heure il y a un côté physique qui rentre Ouais. en compte et qu'elle craque un petit peu physiquement, tu vois. Et j'étais là, genre putain, c'est des trucs que j'ai envie de voir quand même. Je me demande comment je tiens. On le voit avec Roman Fressinet qui lance son heure très bientôt, et quand tu regardes sur ses stories Insta ou quand tu parles avec lui, en fait, le matin il fait du sport maintenant. Il, Mais ouais. il y a un Mais entraînement physique derrière. Seinfeld faisait ça aussi, j'avais vu des. Tous, hein, genre t'es obligé, hein. C'est Ouais, un ouais. sacré rythme. Non, j'ai envie de le connaître, mais en même temps, je sais que si je présente 1 heure, je veux qu'elle soit bien, mais c'est vrai que le côté showcase et tout ça, je le ferai bien et Juste pour voir, ouais. juste pour voir, ouais. Dernière question du stand-up pour savoir, mais parce que du coup, tant pis pour les inspirations, tout ça, moi j'aimerais vraiment savoir ça. Est-ce que tu ressens, entre guillemets, j'ai vu le documentaire Def Comedy Jam, j'en ai déjà parlé avec Marina rapidement dans l'épisode d'avant, mais qu'on sentait dans les années 80 à New York qu'il y avait une urgence pour les stand-uppers d'être sur scène et un côté où il fallait qu'ils y soient tous les soirs, mais vraiment c'est une urgence et c'est un truc qu'ils ont surpréparé, ils jouaient leur vie tous les soirs. Est-ce que quand tu arrives sur scène, toi, tu l'abordes comment? Parce que j'imagine que comme moi, il y a parfois où limite tu t'en veux a posteriori, mais tu t'es rendu compte que tu es en pilotage automatique sur une scène où en Ouais, fait ouais. c'est bon, t'as ton texte, ça fait rire et ce soir-là t'as pas fait trop d'efforts Ouais. entre guillemets. Et moi j'essaie de vraiment d'éliminer de plus en plus ce sentiment. Parce que je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir le micro, d'avoir des gens qui nous regardent, même si c'est de 5 à 100 personnes, c'est pas le problème. Et est-ce que t'envisages le stand-up comment, toi, de ton côté, quand t'arrives sur scène? C'est une urgence, c'est un kiff, c'est une passion, c'est un métier potentiel? Enfin, je sais pas comment tu l'envisages. En fait, je vois tu sais, le truc, on a déjà parlé plusieurs fois, tu sais, je vois le truc que tu dis, enfin, que tu vois dans Def Jam, genre, quand tu vois ces mecs-là qui avaient, en fait, c'est une urgence de ouf, parce que c'était une communauté qui en chiait de ouf, genre, ils avaient pas leur place sur les grands shows à la télé et tout ça, donc ils ont créé cette scène pour pouvoir dire ce qu'ils avaient envie de dire, et un public qui attendait que ça, et ça se voit, le public des Def Jam, tu pètes un câble, enfin, moi, quand j'ai vu les vidéos, on n'a jamais vu ça, des mecs qui se jettent en arrière, tu vois, juste C'est ouf, deux hein. chaussures qui se lèvent, tu verras jamais ça au café Oscar, mon gars. Wouh, j'ai trouvé la blague sur le métro. Ah. Et tu vois, donc cette urgence, je pense que nous, malheureusement, enfin moi je l'ai moins en tout cas, clairement. Je veux dire, tu vois, je suis blanc, 6 hétéro, qui a une vie lambda, tu vois, tout ça, c'est pas une urgence de ouf, mais par contre, tu vois, avec le monde qu'on a en ce moment, et je pense que vous en avez parlé avec Marina, et très très bien sur... est-ce que vraiment les choses changent de ouf, tu vois? On est quand même dans un monde qui a plus rien à voir avec celui d'avant. Elle disait, tu sais, elle parlait de ce truc on a toujours l'impression que notre génération c'est la dernière, ou tu vois. Et ça me faisait penser à, tu connais le concept du mal du siècle. Tu sais, c'est vraiment quand on a toujours l'impression qu'on n'est pas dans le bon siècle. Et moi j'ai vraiment cette impression de ouf, mais en même temps je suis tellement content d'être là maintenant. Parce que je vois les choses shifter, mec, on a vu Internet. Genre, je me rappelle quand j'avais pas Internet, il y a Internet qui est arrivé. Et maintenant, ça y est, c'est un truc que j'essaie de dire sur scène en ce moment, tout marche, quoi. Genre, Internet, ça marche de ouf. On arrive à s'envoyer des trucs. C'est la blague que je fais, genre, mets ton curseur et disparaît sur YouTube si tu touches pas. Ça y est. En méga HD. Tu peux mettre en méga HD, tout ça. Il y aura sûrement des trucs fous dans 5 ans, c'est sûr, tu vois. Mais là, on est dans ce monde-là et ça change tout. Genre, ça change l'information, ça change. Si j'ai envie d'envoyer un mail à un mec perdu au fin fond de la Chine, je peux, tu vois. Et ben alors, pour élargir le sujet de stand-up, du coup, et sortir un peu du stand-up, tu bosses aujourd'hui dans une rédaction où il y a beaucoup de journalistes. Ouais. Et du coup, en vivant avec eux, tu ressens quoi du monde aujourd'hui dans lequel on vit, vu d'un journaliste, vu de toi dans une rédaction, vu de tout ça, et tu vois des choses en fait où tu dis ah merde, putain, ouais, ok, c'est chaud là. Je vais faire un truc de télé. Juste sur ce que Bien sûr, fin de bien ce que je disais avant, c'était juste que pour relier à l'urgence, quand même, j'ai extrêmement envie de parler de ça, là, de notre nouvelle position dans le monde. Et j'ai trop envie d'en parler à des gens parce que je suis sûr que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde voit que là, ça y est, là, il se passe un truc de ouf. Là, on a passé une semaine incroyable dans les news. Genre, c'était terrible. On voit à quel point le monde part en couille. C'est la première fois qu'on entend autant parler de fin du monde et de putain, est-ce qu'on est les derniers et tout ça. Et, putain, c'est incroyable. Je trouve que nous, on est la capacité, enfin, on a eu la chance de prendre cette voie-là et d'aller sur scène et avec un micro et de pouvoir faire rire
sur ça et de pouvoir partager à quel point on est en train de se dire genre waouh les gars, il y a un truc qui chie dans ce monde merveilleux parce que c'est incroyable ce qui se passe. Tout ça, Ouais, c'est vrai. nous, il y a quand même, on a des questions quoi. On a des Voilà. questions. Mais non, Et- mais c'est exactement ça, vas-y. Et attends, c'était quoi la question La après, rédaction, du coup, rédaction, dis-moi, ouais, rédaction. ouais. Alors ça, c'est un truc déjà que je trouve. Enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais à chaque fois que j'arrive à Canal, il y a à l'accueil, t'as un énorme écran qui passe les infos tout le temps. Et tous les matins, quand j'arrive à Canal, j'ai un petit truc en moi, une espèce de petite boule qui a peur de voir le bandeau rouge urgent avec une annonce souvent d'attentat ou des trucs comme ça. Et c'est marrant, j'ai vraiment j'ai vraiment des périodes de temps où je commence à oublier ça, tu sais, où Ouais. ça redescend. Jusqu'à ce que ce bandeau il réapparaisse, tu vois. Et là, ces dernières semaines, là il y pour a Las eu, Vegas, quand je suis arrivé et que je l'ai vu, j'étais là, genre vraiment, quand je poussais la porte, je me dis tiens, je me demande si. Et j'ai vu le truc, je fais non, ah merde, si, il y a vraiment un truc. J'attends, je regarde, je vois Las Vegas, je vois Marseille. J'étais pas au courant, tu sais, parce que j'avais pas regardé les infos que dalle. Et j'arrive dans la rédaction et c'est comme dans les films, tu vois, les gens qui courent partout avec des papiers dans les mains, genre appelez-moi Washington, tu vois, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que maintenant, ma relation à l'actu, elle est vachement drôle, parce que ouais, tous les jours, je suis dans cette rédaction où moi, je suis censé écrire des blagues sur l'actualité et tout ça, mais c'est quand même, j'écris pour la Miss Météo, tu vois, donc c'est pas non plus... C'est la partie la plus légère de l'émission. Ouais, c'est la partie la plus légère, et c'est pas à elle de parler politique, ou... Enfin, elle pourrait, ça serait cool, tu vois, mais c'est pas ce qu'on attend de nous. Oui, oui. Et je me retrouve dans la situation, c'est un truc que je fais sur scène aussi, où tous les journalistes sont en train de bosser un truc méga sérieux, et nous on cherche des blagues genre la science des lycéens de Tulipe, tu vois. Et la dernière fois c'est vraiment arrivé, genre on était, c'était il y a 2 jours, non mais c'était pendant Las Vegas, on était en train d'écrire des blagues et t'avais juste la meuf de la prod qui criait 408 blessés, tu vois, genre les trucs qui montaient, et nous là j'ai rigolé, tu vois, j'étais genre putain, Ouais. c'est n'importe quoi C'est ce qui se n'importe passe, tu vois. Et justement, dans la différenciation des news qui comptent et des news qui comptent pas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, parce que je pense qu'aussi aujourd'hui on confond un peu parfois les trucs où on devrait pas s'arrêter dessus parce que c'est pas si important et les trucs très importants. Et du coup, vas-y, pardon. Non, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve que les mecs sont plus forts dans ce game-là, c'est Arte. Hein. Alors les mecs, parce que à côté de mon bureau, j'ai une énorme télé avec 4 petits écrans qui Ouais. montrent les chaînes d'infos et Arte. Non, pas pourquoi, ils m'ont mis Arte. Et pendant Las Vegas, t'avais vraiment 3 les chaînes d'infos, des images horribles avec des gros bandeaux, et sur Arte, il y avait une musaraigne. Et Ok. j'étais là genre putain, ça fait limite plaise, tu Ouais, vois. je Et comprends. j'imaginais trop la voix off d'Arte qui était là genre pendant que tout ça se passe à Las Vegas, la musaraigne cherche des petites pépites. Et là je me disais genre il y a un traitement de l'info un peu différent sur les chaînes. Et je sais pas si ouais non, le traitement de l'info c'est juste que c'est tellement direct maintenant que tu vois, t'as tous les éléments un par un qui arrivent. Dès que je suis arrivé, moi j'ai vu qu'il y avait ce truc. Ensuite j'ai appris que c'était une salle de concert, parce que les premières infos qu'on avait, c'était un mec qui avait perdu au jeu, qui avait pété un câble. On savait pas que c'était dans un concert. Tu vois, c'est assez marrant de voir le truc se construire à la minute, quoi. Mais ce que je trouve ouf, vivant toi aussi dans une rédaction, enfin travaillant dans une rédaction, il y a un truc aussi que je trouve ouf, c'est qu'aujourd'hui, comme on est tellement habitué aux gros titres et aux grosses news qui arrivent en général tout le temps, bah là, quand il y a Las Vegas ou quand il y a Trump qui menace de détruire la Corée du Nord ou quand il y a les attentats de Marseille, effectivement, ça c'est des vraies news horribles dont il faut se focus dessus parce que c'est la nouvelle réalité, il faut en parler. Mais en fait, on est tellement habitué à consommer de ça que en fait, il faut aussi, quand il n'y a pas ce genre d'événement qui crée un gros événement, et du coup, bah, la réforme de la loi travail qui est potentiellement effectivement un gros truc pour notre société. Mais quand il n'y a rien autour, en fait, c'est la réforme de la loi travail qui va être traitée de la même façon que l'attentat à Las Vegas, limite en headline, en gros titre. Et du coup, je trouve ça fou, effectivement, qu'aujourd'hui on soit en demande de consommation de c'est quoi la grosse news aujourd'hui. Il en faut sachant que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, tu sais, nous on vibre pas de la même façon pour les news, et surtout on va pas se mettre devant la télé ou devant internet en fonction de la news, tu vois. Par exemple, l'émission où je bosse, l'info du vrai là, on fait des audiences pourries. Et les attentats, on a doublé nos audiences. Bah oui, les gens veulent savoir. Ouais. Et je trouvais ça fou. En fait, je me suis vraiment dit. C'est un peu la théorie de quand il se passe un vrai truc important. En fait, ton feed Facebook, il est inondé de cette news-là. Et quand c'est pas si important, en fait, tu vois, quand tu vois un truc et que t'as juste le gros titre et que tu sais pas encore le nombre de blessés, exactement ce qui s'est passé, suffit juste d'allumer Facebook. Et si tu vois, genre, sur tes 10 premiers posts, qu'il y en a 8 qui parlent de ça, tu dis, ok, c'est passé un gros truc, tu vas te renseigner. Ouais. Et s'il y en a 2, tu te dis, wow, c'était peut-être pas si important. Et puis tu regardes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté, effectivement, comme tu dis. On détermine si l'info est importante ou pas en fonction de, par exemple, pour vous, l'audience qui a doublé, donc la preuve que c'est très important, et ça l'est, évidemment que c'est un très gros truc qui s'est passé là à Las Vegas, mais effectivement, on le voit à ce moment-là, donc les gens, ils ont quand même encore un sens de ce qui est important ou pas, finalement, quoi. Après, j'en ai un peu honte, tu vois, mais moi, par exemple, quand il y a eu des attentats à Las Vegas, dans ma tête, c'était attentat à Las Vegas, et je voulais pas en savoir plus, tu vois. Il y a des gens qui veulent pas savoir plus. Je suis pas allé voir, moi. Je suis pas allé voir les vidéos. Je sais pas grand chose de l'histoire au final, tu vois. Je sais pas bien, tu sais, je devrais m'en renseigner plus. C'est juste que moi,
ça y est, je l'ai rangé, c'est devenu, c'est ce que disait Jim Jeffries dans la vidéo que tu m'as montré avant, c'est devenu la norme. Ouais. Et j'étais là, ok, noté dans ma tête, il y a eu un attentat à Las Vegas, ok, noté dans ma tête, il y a 2 gamines qui sont mortes à Marseille, ok, c'est la news d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, tu vois, genre, on continue, c'était pas à Paris, tu vois, c'est limite ça, quoi, parce que je me souviens de l'impact qu'on a eu pendant les attentats à Paris, moi j'étais pas bien, tu vois, surtout Charlie Hebdo, je me rappelle Charlie Hebdo, c'était le premier gros. J'étais là, mais merde, qu'est-ce qui se passe depuis quand on fait ça, nous? C'est un nouveau truc, ça, quand même. Ouais. Et maintenant, c'est tellement devenu normal que j'étais là, genre, merde, aujourd'hui, c'est un jour à attentat, tu vois. Mais quand tu dis que tu veux pas suivre ce genre d'infos, que tu les suis pas assez, C'est pas que je veux pas suivre. je pense que c'est pas exactement vrai. Je pense que c'est juste qu'il y a une différence entre se plugger sur BFM pendant 2 heures pour voir le même truc tourner et suivre, comme par exemple toi ou moi on peut le faire et beaucoup d'autres, dire aller voir par exemple le journaliste qu'on connaît, ou nous, moi ça va être les hosts de talk show, voir ce qu'ils en disent. Par exemple là hier, de voir Jimmy Kimmel pleurer, de voir tous les hosts de talk show prendre un temps pour en parler, là tu dis ok, c'est pas traité de façon normale, c'est un vrai événement clé. Donc en fait effectivement il y a rechercher la news où tu veux. Moi je pense que j'en apprends autant en voyant Jim Jeffries parler des attentats de Las Vegas qu'en écoutant un journaliste de BFM accrédité qui me répète à longueur de journée le nombre de blessés et le nombre de morts qu'augmente, quoi. Deux trucs. Le truc que je trouve assez fou aussi, c'est que moi, quand il y a une info comme ça, j'ai aussi ce truc un peu pervers de regarder aussi comment est traitée l'info. Genre, c'est un truc que j'aime beaucoup, par contre, regarder les feeds Facebook, quels articles ils ont postés, regarder comment ils en parlent à la rédac et voir, tu vois, comment tu traites cette info-là. Et je regarde juste les différences, tu vois, je trouve ça vraiment passionnant de voir comment les choses évoluent sur une information sans forcément, tu vois, j'ai même pas vraiment connu l'information et je pourrais t'en parler. Ouais. Alors, je pourrais te dire même les trucs qui sont, tu vois, les trucs un peu chocs, les nouveaux trucs qu'il y a eu dans l'enquête sans jamais être allé sur un article qui expliquait tout. C'est juste vraiment en piquant un petit peu de tous les trucs que j'ai eu que je reconstruis. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'était intéressant ce que tu disais quand toi tu disais que t'allais voir des humoristes ou enfin surtout ces humoristes là qui sont c'est des mecs qui pèsent de ouf. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue ensemble au célèbre Spot du Rire où tu parlais de toi, c'est un truc que t'aimerais avoir, tu vois, ce truc de qu'est-ce que, bon là je prends le truc en grand, mais qu'est-ce que Louis Dubourg pense de ça. Et oui, c'est vrai que là, je te file un petit segue, parce que je trouve que c'est un truc vraiment intéressant aussi de se dire, est-ce que la place des comédiens, c'est vraiment, c'est traiter de l'info par le ressenti, par en fait le côté du peuple, tu vois, c'est vraiment de se dire, moi je suis une personne lambda, je suis pas journaliste, voilà ce que j'ai lu dans les infos, voilà ce que ça me fait penser. C'est pas genre, j'ai vu ça, enfin il s'est passé ça à Las Vegas, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est vraiment comment je réagis à une news, et c'est un peu ce que je fais moi maintenant quand il y a des grosses news, c'est j'analyse plus ma réaction et la réaction des autres, plus que la news en elle-même. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Bah, c'est ce qui est le plus 2017 en tout cas, tu vois. C'est qu'avant tu lisais dans le journal et t'allais discuter avec tes potes. Et t'avais qu'un article. Et t'avais qu'un article et maintenant. Discutais, et t'avais tout de suite le côté discussion entre potes. Aujourd'hui, on veut lire, on s'informe avec les gros titres, etc. Moi, les passages que j'ai fait sur l'actu qui n'ont pas marché, c'est parce que j'avais des chiffres et que j'en faisais une blague. Et les passages qui ont plus ou moins marché, c'est les moments où je me suis dit. Putain, mais en fait, ouais, là, je suis en train de ressentir. Tu vois, par exemple, là, je suis en train d'écrire un truc sur le fait de dire aux gens. Arrêtez de poster vos opinions politiques ou autres sur Facebook, parce que vous soyez quelqu'un de con, alors là pour le coup faut arrêter évidemment, parce que quand t'es con c'est insupportable et c'est chiant d'écouter ton truc, mais même les gens qui ont des analyses intéressantes, vaut mieux parler à 10 personnes autour de toi de ce que tu viens de lire plutôt que de le poster, parce qu'en fait à chaque fois que tu postes un truc, tu vas convaincre les gens qui sont déjà convaincus, et les gens qui pensent pas comme toi, tu vas encore plus les radicaliser dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire, genre... Après, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Déjà, moi j'ai une politique de mec, fais ce que tu veux sur Facebook. Jamais je râle sur les gens sur ce qu'ils postent, parce qu'il y en a ce petit truc de cacher cacher cette personne du fil de l'actualité. Moi, mon Facebook, c'est un no man's land, quoi. Je te jure, j'ai presque plus rien en fait. J'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai 700, un truc comme ça. Et tu sais, je clique sur actualiser le feed et. Y'a rien, y'a juste un mec je fais 5 minutes ce soir, regarde ma carte. C'est pour ça que maintenant mon Facebook je l'ai filtré de ouf. Et c'est un truc un peu récent chez moi. C'est vraiment, par contre, maintenant je suis dans un optimisme des gens où je trouve que c'est vachement bien que les gens s'expriment et tout ça. À un moment ça m'énervait. Parce que moi il y a un truc aussi où il y a des gens que je trouve ridicules dans leurs analyses, mais du coup à chaque fois qu'il se passe un truc, je sais qu'ils réagissent à chaque fois. Et du coup je vais aller voir, ils sont masqués sur mon mur. Donc je les vois pas passer, mais c'est encore plus sur leur nom et tout, t'es pervers. Je vais aller chercher leur nom et je vais voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça pour cette news là, parce que c'est tellement à côté que ça m'intéresse de savoir comment on peut penser autant à côté, parce que parfois c'est même des trucs que ça aurait été impossible de m'imaginer qu'on puisse penser comme ça, sauf que cette personne me permet de comprendre qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je crois que je suis pas aussi fou que toi. Je suis un peu cinglé, ouais. Je suis un peu cinglé. Non, vraiment, moi j'ai une politique maintenant de fais ce que tu veux, mec, parce que moi on a complètement la capacité de s'en branler. Tu vois, les gens qui râlent sur les youtubeurs, un truc comme ça, t'es pas obligé de regarder les vidéos. Moi
Et c'est nouveau, hein, je te jure, il y a peut-être un an, je détestais tout ça, et maintenant j'ai juste décidé d'accepter le monde tel qu'il est, et puis voilà. Hein. Ok. Mais, et ça passe aussi par le traitement de l'info, où je me suis un peu... je préfère, je préfère vraiment analyser plus mes réactions et les réactions des autres, et voir si le côté affectif, tu vois, et comment l'humain de notre génération réagit à ça. Je trouve ça plus intéressant que maintenant l'info telle qu'elle est, vu qu'elles sont terribles, et malheureusement elles se ressemblent en plus, tu vois, C'est vrai. Avant de... c'est le podcast fini sur la pire note du monde, tu sais. Bon bah merci d'avoir écouté. Merci, on va aller se pendre. Non, alors avant- comment ça va? Ça va pas fort. Avant de parler du sujet de la semaine, que tu ne connais pas encore, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais aborder? Si c'est non, on peut parler du sujet de la semaine La directement. mort. Ok, on va parler du sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, tu l'as plus ou moins deviné sur une intuition. J'aimerais parler de bouffe avec toi, Rémi. Ah, j'étais sûr. Voilà, ouais, mais parce que en vrai, je pense que t'es la personne parfaite pour ça. Parce que à la fois t'es passionné de bouffe, à la fois t'es végétarien à tendance vegan, je crois que c'est comme ça que tu te définis. Ouais. Ouais, plus ou moins. Et du coup, et t'aimes bouffer et t'aimes tout ça, donc en fait ça fait un grand tout. Moi, si tu veux, genre avant de te laisser la parole, mais j'ai un point de vue. Moi, mon point de vue sur la bouffe, c'est que j'aimerais juste qu'un jour quelqu'un me dise, quelqu'un en qui j'ai confiance, donc un prix Nobel de médecine ou un mec qui a vraiment réussi, enfin un mec en qui j'ai confiance, qui me dise ok, pour à la fois kiffer, vivre normalement, vivre le plus vieux possible et en même temps se restreindre pour la planète, en prenant tout ça en compte, voici ce qu'il faut manger exactement tous les jours, voici ton menu. Et je le suivrai. Franchement, si quelqu'un en qui j'ai confiance me donne ce menu-là, je te jure, je le suis à 100%. Ouais, Mais le problème, c'est que comme ça n'existe pas et qu'aujourd'hui tous les blogs de nutritionnistes se contredisent, limite, c'est même pas juste ça s'ajoute, c'est que ça se contredit parfois. Manger plus de trucs, mais en fait non, faut boire du café, mais en fait faut pas en boire, mais en fait il faut le surgelé, c'est pas si grave, mais en fait si, enfin, et tu lis plein de trucs. Et du coup, ce qui fait que je pense que je fais n'importe quoi et que si je me lâche sur des McDo parfois ou sur des pizzas surgelées, c'est parce que personne me donne des vraies notes. Et du coup, je voulais savoir quel est ton point de vue en général déjà vis-à-vis de la bouffe. Après, on parlera de choses plus particulières, mais toi, d'où tu te places vis-à-vis de la bouffe en général? Et après, tu sais, je mettrai une petite nuance sur. J'aime beaucoup plus cuisiner que la bouffe en fait. Ok. Ouais, J'ai mais- en plus une passion pour. J'aime beaucoup cuisiner, c'est un truc qui m'apaise de ouf. Et je trouve que c'est un truc tellement noble en fait. J'adore créer des trucs et que je vais bouffer. J'aime bien cuisiner pour les gens et j'aime bien cuisiner pour WAM, tu vois. En fait, c'est un truc que je trouve kiffant. T'arrives chez quelqu'un et. Tu sais, on t'amène de la bouffe qui est autre chose qu'une pizza. Alors, je dis ça, je bouffe souvent des pizzas, on bouffe souvent des pizzas et de la junk food avec mes potes ou ma meuf, tu vois, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté méga sympa de filer à manger à des gens, tu vois. C'est un des trucs on est obligé de manger, donc... Ok, bon, parlons de choses plus précises. Du coup, t'es végétarien depuis. Alors, je sais pas, on pose souvent la question depuis combien de temps, mais je sais pas si quand tu poses la question à un 7-8 végétarien ça ans. l'énerve. Ok, donc ça t'énerve pas, tu réponds 7-8 ans. Oh, moi je suis un végétarien pisse, hein, pas très prosélyte, je suis un peu végétarien nul, je pense, pour les végétariens. Mais du coup, tu penses. Enfin, Je suis un végétarien qui aime pas trop les végétariens, je crois. c'est drôle, ça explique. En fait, ça me saoule je crois que toutes les campagnes végétariennes et véganes passent à côté de notre génération parce qu'ils sont... Enfin, il faudrait expliquer beaucoup plus clairement pourquoi il faudrait être végétarien ou être vegan. Il faut arrêter de mettre du verre partout, genre il faut sauver la planète et tout ça. Je pense vraiment clairement qu'on est juste en train de tuer l'humanité. Et que c'est un des trucs... Mais j'ai l'impression que ça évolue, hein. Il y a de plus en plus de végétariens et de plus en plus de gens qui s'accrochent à ce Mais truc-là. parce qu'il faut expliquer par l'exemple, pas par. Pour moi, je suis persuadé que c'est l'exemple et si les. Tu sais, moi je les connais même pas trop, quoi. Genre, je sais juste que c'est mieux pour tout. Ok. Et ça me suffit, tu vois, c'est le peu de trucs. T'as déjà regardé un documentaire tous les documentaires, ils ont l'air. J'ai l'impression qu'un docu de végétarien, c'est genre. Bon, bah, on va vous le remontrer, mais. Tu vois, j'ai l'impression que même les documentaires, ils en aura le cul de dire la même chose. T'es genre, bon, bah, ça, c'est une vache, ouais, je vais lui ouvrir la gorge. Regardez-la, c'est pas cool, hein, elle est en train de mourir. Et après, ils sont là, tu sais, ils filment des forêts qui sont détruites. Ils font, bon, bah, ça, c'est à cause de la viande, hein, mais bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'on va vous montrer aussi? Et tu vois, c'est genre, j'ai l'impression que. C'est pour ça que je respecte vachement les gens qui sont pas végétariens, parce qu'ils le disent, oh, la flemme. Je trouve que c'est le seul argument à pas être végétarien, c'est genre, ouais, je sais que c'est mieux, mais... Après, moi, mon angle là-dessus, c'est qu'en fait, j'ai pas choisi de continuer à manger de la viande, j'ai juste continué à manger de la viande comme j'en ai toujours mangé, tu vois, j'ai jamais fait la démarche intellectuelle de me dire végétarien ou manger de la viande. Cannibale. Ouais, j'allais dire cannibale. C'est posé cette question. J'hésite à soit arrêter la viande ou manger mes potes. Non, végétarien ou carnivore. Et
Et en fait, je me retrouve parfois à me dire, mais en fait, j'ai pas fait ce choix. J'ai juste continué. Si tu veux, moi, mon grand-père, il dit toujours le jour où enfin, parce qu'on parle de sujets parfois, parce que ça me fait marrer de parler avec lui des sujets modernes, pour voir comment il. Et il m'avait sorti cette phrase incroyable en me disant, le jour où je deviendrai végétarien, c'est le jour où on m'enlèvera ma dernière dent. Ce à quoi je lui ai répondu, papy, t'as déjà plus de dents du tout. Et il m'a dit, oui, bah, je suis encore carnivore, la preuve que je suis pas prêt de devenir végétarien. Et si tu veux, genre, c'est quand même aussi une question d'époque, de machin. Enfin, tu peux pas, par exemple, le courant de devenir végétarien, quand t'expliques ça à même une personne de plus de 50 ans. Moi, si tu veux, même mon père, s'il y a un repas entre guillemets sans viande, c'est pas un vrai repas entre guillemets, mais c'est inconscient. Il se le dit pas lui-même en mode non, je veux de la viande parce que je suis un connard, parce que je veux niquer la planète. C'est que c'est comme ça qu'il imagine un plat pour se nourrir. Mais c'est un truc. C'est intéressant. Moi, par exemple, je suis devenu végétarien. Je sais même plus trop pourquoi en fait. Je me souviens pas le moment où je me suis fait genre mon Dieu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le devenir, c'est en étant que ça soit un côté naturel. Je crois que j'ai vu un documentaire et j'aimerais bien en parler sur scène, mais j'aimerais dire aux gens, c'est bon, ça va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit avant, mais juste les gars, surtout ne regardez aucun documentaire parce que vous allez devenir végétarien, tu vois. Genre il faut faites attention. Genre faites attention parce que tu le deviens très vite parce que c'est je sais pas, c'est tellement logique au final. Moi j'en suis là, j'en suis à un point où j'en parle presque plus à mes potes et tout ça parce que pour moi c'est tellement logique que c'est même pas un fer de lance, c'est pas un truc que j'ai envie de dire les gars il faut devenir végétarien, les gars c'est l'avenir, tu vois, parce que je suis même pas sûr que ça fasse partie de ce qui va changer le monde. Et c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Imagine franchement si la fin du monde est dans 10 ans et que j'ai été végétarien pendant 20 ans, ça va chier. Est-ce que je me serais vraiment fait chier pour rien? Parce que je crois que quand même en étant végétarien, mon plat préféré c'est sûrement une entrecôte, tu vois. Je m'en souviens plus, mais c'est sûrement ça. Donc si je me trompe. Et tu pointes aussi du doigt juste avant, tu pointes du doigt le fait que ça va peut-être tourner, etc. C'est vrai qu'il y a un pote qui aime beaucoup la bouffe, qui est assez passionné de bouffe et j'ai parlé un peu avec lui. D'ailleurs, merci à Baptiste de m'avoir aidé à trouver des idées pour parler de bouffe. Mais en fait, à un moment donné, il me dit, ça se trouve, dans 10 ans, manger de la viande, ça sera le nouveau végétarien d'aujourd'hui. Tu vas peut-être trouver une analyse qui fait que, en fait, on va dire, ouais, mais... Non, enfin, c'est sûr que non. Parce que, enfin, le problème, c'est que, déjà, ceux qui mangent de la viande, c'est nous, tu vois, c'est les bourgeois, un petit peu, tu vois, tu peux pas bouffer de la viande tous les jours si t'as pas de thunes. Ça, on va manger tous les jours, tu vois, il y a le flexitarisme. Ouais, comment ça s'appelle, flexitarisme? Ça me saoule, hein. Alors, le flexitarisme, pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le côté, genre, je suis végétarien, mais s'il y a de la viande à un dîner ou s'il y a que de la viande dans un resto, je peux manger de la viande, quoi. C'est de temps en temps, quoi. C'est plus genre, je réduis ma consommation de viande, ce qui est cool, je suppose, mais... Moi, je suis un peu comme ça, en fait, mais naturellement, encore une fois, c'est que je mange de moins en moins de viande. Moi, c'est plus un côté coût, parce que j'ai décidé de me lancer dans le stand-up, et du coup, j'ai plus d'argent. Et du coup, je mange des pâtes... Végétarien économique. Voilà, un végétarien économique. Moi, j'ai la langue de Pierre Thévenoud, à qui on passe le bonjour, évidemment, Pierre Thévenoud. Mais en fait, c'est plus con que ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression... Après, le truc, c'est là que je te dis que je suis un végétarien de merde. C'est que moi, j'ai réfléchi à pourquoi je suis végétarien, là, maintenant, tu vois, c'est vraiment... C'est mathématique presque, c'est genre il y a une production de viande, ok, de merde, alors la viande qu'on bouffe elle est pourrie, cette production elle augmente parce que les gens mangent de la viande et le peuple, enfin la population du monde augmente de ouf. On est arrivé à un stade où genre il faut vraiment faire beaucoup de viande pour nourrir tous ces petits humains. Pour faire cette viande, on rase des endroits, on rase l'Amazonie pour faire pousser des trucs pour faire manger des bœufs quoi. Ensuite on va buter pour manger. Enfin, ça devient trop compliqué quoi. Ouais. Genre c'est juste con. Là, on est en train de niquer la planète. Enfin. En plus, c'est un truc qu'on dit souvent, mais c'est même pas la planète qu'on nique, c'est nous. Nous, on va crever, la planète, elle sera pépère, genre, enfin. George Carlin. On sera bien, il y aura plus personne, ouais, Carlin, Siké, enfin, tout le monde va parler de cet axe-là, parce qu'il est clair et net. La planète va très bien, mais les humains toujours sont ce qui m'a saoulé, les ouais. écolos qui disent, genre, il faut sauver la planète, mon cul, quoi, c'est à nous, quoi. Enfin, nous, il faut qu'on sauve, parce que les autres, ils vont rester, quoi. Et, je sais pas, le végétarisme, c'est tellement un truc logique. Mais alors est-ce que tu penses pas que c'est un truc qui doit se faire naturellement entre guillemets, l'évolution lente? Ouais, ça va arriver mais lentement. On n'a pas le choix, c'est pas. Non mais on peut pas si demain on n'a pas le choix, demain s'il y a plus de viande dans les supermarchés, il y a plus de bouchers, on mange plus de viande, tu vois, genre c'est aussi simple que ça aussi. C'est quand même il y a l'acte d'achat de manger de la viande, tu vois. Ouais, genre, bien sûr. Ouais. Donc mais bon, végétarien, c'est on nique la planète, ça va arriver naturellement. Pour changer un peu le sujet de la bouffe parce que je sais que t'es passionné de bouffe d'autres façons aussi. T'as pas mal voyagé, la bouffe dans les voyages, ça prend quelle place? Parce qu'en fait, il y a un côté culturel dans la bouffe que je trouve ouf. C'est que je trouve que la bouffe, c'est quasiment un des seuls sujets qui échappe au racisme. Genre, on critique les gens pour leurs choses, tout ce qu'ils peuvent faire, leurs actes, leurs machins. Mais personne, tu vois, même les plus gros racistes, ils ont jamais critiqué le tagine ou ils ont jamais critiqué le mafé, tu vois. Genre... on l'a vu avec le couscous gate, hein. Par exemple, tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la bouffe, c'est vraiment le truc qui échappe au racisme, qui est machin. Donc, la bouffe, il y a quand même un côté culturel de ouf qui marche. Et je voulais savoir si toi, par exemple, dans tous tes voyages, ou si
Est-ce que t'abordais un pays avec la bouffe ou comment ça, quelle place ça prenait? Oui. C'est surtout que, en fait, la bouffe, ça arrivait. Je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais pas manger. Genre, je supportais pas ça. Genre, ça me saoulait. J'étais un peu comme Fred Cham. Je voulais juste une gélule et que ça parte. Et ça arrivait très tard, quoi. C'est vraiment même au début des voyages que quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait manger, que je me suis dit, putain, c'est vraiment intéressant quand même de. C'est commun à tous les humains. Genre, on doit tous manger. Et ce moment, tu sais, il y a aucune culture qui dit genre, tu dois bouffer pour bouffer, tu bouffes par terre et loin de tous tes potes. Tu vois, c'est toujours genre, tu dois manger avec ta famille ou avec tes amis. Et c'est un moment où tout se pose et on est tous en train de kiffer ensemble, tu vois. Et c'est vrai que quand dans le voyage, aller voir comment on traite les ingrédients, je trouve que c'est un truc passionnant. Et l'endroit le plus important pour moi dans la bouffe, c'est la Chine, où j'ai vu des mecs faire. Enfin, c'est incroyable, la bouffe chinoise, elle est oufissime, quoi. Tu changes de région en région et tout est drastiquement différent. Tu vois, même le truc épicé, pas épicé, tu vois. Quand tu vois qu'il y a vraiment des cultures où ils se défoncent la bouche, quoi. Alors, nous, on bouffe ça, on comprend pas, tu vois. Tu sais, je me foutais un peu de la gueule là-bas des Chinois en leur disant que c'est juste parce que tu cuisines mal, gros, que t'épices autant, tu vois. Le seul goût que t'as dans la bouche, c'est le feu. Tu vois, genre parce qu'on parle, tu sais, un Chinois qui vient bouffer la cuisine française, ils sont tous déçus parce qu'ils disent ça a pas de goût, frérot, il y a rien qui pète là-dedans, tu vois. Et ouais, non, après, tu sais, quand je veux pas niquer ton sujet de la semaine, mais genre, tu sais, quand je suis passionné de bouffe, c'est juste un truc que j'adore faire et tout ça. Après, j'ai jamais vraiment étudié, tu vois, je me suis jamais dit. Non, mais sans l'étudier, c'est un sujet. Enfin, je veux dire, Marina n'est pas elle n'a jamais étudié la vie en 2030 et entre guillemets. Genre, Adrien n'était pas un spécialiste de Trump. Je veux dire, c'est un sujet qui est quand même dans l'air aussi. Genre, on va en parler d'ailleurs vite fait, mais pas tout. Enfin, on peut continuer à parler des voyages, mais à travers l'axe aussi, qu'à un moment donné, genre 60% des contenus sur Internet aujourd'hui, il y a de la bouffe. Ouais. Genre, fais des blagues en faisant de la bouffe, tu vas avoir 2 fois plus de vues. Mets tes mains en bricolant ou mets tes mains en faisant de la bouffe, tu auras 2 fois plus de vues en faisant de la bouffe. Enfin, je veux dire, la bouffe, c'est quand même un truc aussi aujourd'hui. Contextuellement, c'est pour ça, moi à la base je voulais remettre, enfin bon, après je voulais pas être trop pompeux, c'est pour ça que j'ai pas pris cet angle là, mais je voulais analyser la bouffe à travers toutes les stades de la pyramide de Maslow, en fait, de la pyramide des nécessités. Tu vois, genre, parce qu'à la base c'est un besoin physiologique, mais c'est aussi devenu un besoin de sécurité, c'est aussi devenu un besoin en fait, de savoir, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, la bouffe est dans toutes les strates aujourd'hui, au point de devenir une des plus grosses modes, même de trend au niveau des hashtags ou des choses comme ça, quoi. Mais pour être franc, en fait, c'est que ma relation avec la bouffe, elle est assez comment dire, presque égoïste, quoi, parce qu'il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté de la cuisine. Pour moi c'est tellement ancestral, tu vois, et c'est un moment que j'aime tellement, juste tu vois, prendre 2 heures, chose que j'ai presque plus le temps de faire maintenant, mais vraiment prendre 2 heures où tout doucement je vais faire tout mon plat, et même si à la fin limite je le mange pas, tu vois, c'est justement le côté de la cuisine pure et dure. Le temps, j'adore. Et ça ça a été vraiment déclenché, c'est assez récent au final. J'ai toujours beaucoup cuisiné depuis que je suis on va dire étudiant, tu sais, depuis que tu dois te démerder et faire ta cuisine tout seul, j'ai toujours kiffé faire des jolis trucs. Mais ça fait quelques années où j'avais lu un bouquin, enfin, je sais pas si on dit un manga, c'était une sorte de manga qui s'appelle le Samouraï Gourmet. J'en avais parlé sur scène à une époque, et c'est vraiment tout un truc qui est dédié à manger seul. T'en parles plus de Samouraï Gourmet sur scène ? J'en parle tant que j'ai pas trouvé, je trouve l'axe. Alors vraiment explique-nous un peu quand même Samouraï Gourmet, du coup, parce que moi j'aime beaucoup cette histoire. Samouraï Gourmet, la vanne que je faisais sur scène, c'était sur la série. Et la série que je trouve formidable, c'est vraiment des épisodes de 20 minutes où c'est autour d'un plat. Alors ça commence, le titre c'est, je sais pas moi, aubergine au miso, tu vois. Et c'est l'histoire d'un retraité qui, comme il a plus rien à faire de sa vie puisqu'il est retraité, a décidé de kiffer sa life et va manger et analyse absolument tout ce qui se passe dans le restaurant. Vraiment l'ambiance qu'il y a autour du restaurant, j'avais frisson d'en parler, c'est ridicule. L'ambiance du restaurant, genre ce qu'il a commandé, le temps, les odeurs que tu peux recevoir depuis ta position, genre l'arrivée du plat avant de le manger. Il y a vraiment des plans sur le plat, tu vois comment les ingrédients sont organisés, et lui il est en train et on en parle souvent, lui il est en train d'optimiser son kiff, tu vois. Il est en train de se dire qu'est-ce que je vais manger d'abord pour que là-dedans, dans ma bouche, se passe le paradis, tu vois. Okay. Et ça, c'est un truc qui m'a touché. J'ai toujours été un peu solitaire. J'ai toujours vraiment apprécié les moments où je suis seul et où j'essaie de vraiment être tranquille avec moi-même, en paix, et profiter de l'univers, tu vois. Et la bouffe, pour moi, c'est un accès direct à ces limites de la méditation, quoi. J'adore, moi, couper ma journée, dire ciao à tout le monde, rentrer dans un restaurant, combien vous êtes ?
mon pote. Trouve-moi une table sympa, je m'assois, je regarde la carte pendant 20 ans. Le mec me regarde du coin de l'œil, genre en mode qu'est-ce qui s'est passé, il s'est fait larguer. Non mon gars, ce que t'as devant toi c'est un mec qui sait vivre. Et je commande mon petit plat et je me fais mon petit samouraï gourmet tout seul, tu vois, c'est un moment qui est très important pour moi, c'est un moment de recueil, tu vois. Mais ça, je pourrais le faire avec n'importe quoi, tu vois, c'est comme aller faire du vélo en écoutant un podcast, hein. C'est juste les moments où t'es seul, je trouve que la bouffe c'est vraiment un des trucs les plus kiffants. Et partager un repas aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime juste la bouffe, pour tout ce que ça amène. Tu pourrais manger de la merde tout le temps, tu pourrais manger juste... ça m'arrive en ce moment, mec, des fois, tellement taf que je mange un Snickers, tu vois. Et c'est pas le moment le plus savoureux gourmet tous les temps, d'être sur ton bureau en train de bouffer un Snickers et regarder en même temps le feed d'actualité pour voir s'il y a un truc drôle, tu vois. Et non, j'aime le côté ancestral de la bouffe. Il y a le côté ancestral, mais pareil, là t'en parles, il y a plusieurs côtés quand t'en parles, et je trouve que quand même c'est un sujet hyper important, comme tu dis, ancestral, mais en même temps aussi dans l'avenir. C'est quand même, la bouffe, c'est quand même un truc là qui prend, je te dis, 80% du temps des gens en termes de... Aujourd'hui c'est du contenu, aujourd'hui c'est les dîners, aujourd'hui c'est se faire manger. T'as pas l'impression, toi, que justement dans tout ce contenu qu'on a sur la bouffe, vu qu'on est tous des amateurs, on est une génération d'amateurs, tu vois, genre on est une génération qui a pas fait d'études de 40 ans, qui a pas fait 20 ans dans l'hôtellerie pour, tu vois, pour présenter un super truc. Ouais. Et chez moi, ma copine, qui d'ailleurs c'est son boulot, tu vois, genre elle est chef, elle cuisine vegan et tout ça, elle regarde beaucoup sur Instagram, tu vois, et j'ai toujours l'impression, ça a l'air bon, hein, tu vois, ça a l'air bon. Mais juste, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un trend de la bouffe simple, tu vois, un trend de la bouffe facile, belle, bio et végétarienne. Et il y a un truc qui me fait vraiment marrer, et ça j'aimerais en parler sur scène, c'est les gars, tu vois, je trouve ça ouf qu'on soit dans une génération, le mec, mais attends, pour être en bonne santé, en fait, je t'explique, j'ai un petit secret, mange des trucs bons et sains, tu vois, genre, ouais. Et j'en parlais à Canal, au rédac chef, qui me dit une phrase très drôle, c'est que je disais, j'ai l'impression que maintenant on est en train de réaliser que voilà, il faut manger bien et bon. Et il me dit ouais c'est marrant parce qu'on est passé par un stade où à la base il fallait qu'on mange, tu vois, c'est au début de la genèse de l'humanité, fallait bouffer. Ensuite on a eu plein de bouffe, il faut bouffer vite, et il faut qu'on bouffe et qu'on kiffe un max, on va inventer des trucs. Et maintenant on est en train de dire genre wow, on a trop bouffé les gars, il faut bien manger, tu sais. Et je trouve ça ouf que notre rapport à la bouffe est en train d'être limite... C'est un rapport un peu bébête de genre pour vivre sereinement, il faut manger sereinement. Bah ouais frérot. Mais ça c'est mon oncle me dit ça, il a une formation de nutritionniste, il est assez passionné de bouffe, il a fait Masterchef d'ailleurs, il a été deuxième à Masterchef, il aime beaucoup la bouffe et on avait cette discussion et il me disait en fait, même sur le côté, je lui parlais, mais alors je lui posais exactement la même question que je t'ai posée au début, tu vois, genre c'est le côté qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, j'ai des informations contradictoires dans tous les blogs, je sais pas ce qu'il faut faire, etc. Et il me disait en fait, il y a des trucs objectivement mieux ou pas pour la santé, mais la base de la base pour être bien, c'est juste de kiffer manger ce que tu manges et manger avec modération, c'est-à-dire qu'effectivement, faut pas se péter le bide. Enfin, tu vois, genre il y a ce côté juste, oui, effectivement, manger simplement ce que tu as envie, prendre le temps de passer à table et normalement tout ira bien, quoi. Mais clairement, je trouve qu'on suranalyse, quoi. Enfin, je me rappelle d'un truc, j'avais mon père est médecin, je l'avais appelé parce que j'avais vu un reportage, je sais pas quoi, sur les bienfaits de l'eau, tu vois. Genre, il fallait boire 1,5 litre d'eau par jour. Et je l'avais appelé, j'ai dit, ouais, papa, j'ai vu ce truc sur l'eau, qu'est-ce que t'en penses? Alors, vraiment, il faut boire autant parce que moi, je bois beaucoup. Et il me dit, tu sais, Rémi, en fait, le mieux, c'est que tu boives quand t'as soif. Ouais. Et je dis, ouais, il a pas tort, tu vois. Genre, je pense que notre corps est à même de nous dire si ça va pas. Genre, frère, si t'as mangé et que ensuite, quand tu rentres chez Watt, ça va pas, tu vomis, t'es pas bon. Ouais, je comprends. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment des modes. Après, je sais pas, c'est ce que je te disais. Moi, je suis pas un expert de bouffe. Juste, j'adore manger, j'adore cuisiner. Mais quand je vois. Ma copine aime beaucoup ça, tu sais, elle achète des espèces d'ingrédients étranges du fin fond de l'univers que t'es censé boire le matin et tu verras, t'auras plus de peps. Je sais pas si j'ai plus de peps, mais en tout cas, c'était pas bon. Donc, je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc. Peut-être que. Tu vois, avec le monde qui évolue et tout ça, on va pouvoir analyser exactement et on aura le rêve de Louis Dubourg de genre voilà ton repas de la semaine et mec tu vas tout défoncer. Mais en attendant, moi je mange ce qui a l'air bon, tu vois, genre je me fais pas trop chier. On parlait de la culture de passer à table et que c'est toujours un moment de rassemblement. C'est vrai dans tous tes voyages parce que tu as voyagé plutôt vers l'est du monde par rapport à la France. Ouais, c'est trop cher l'ouest. Mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est les sociétés modernes où il n'y a pas trop ce côté de passer à table, de prendre du temps pour manger. Et du coup, il y a la bouffe, c'est le côté on consomme vite. Enfin, c'est ce que dit Bill Burr, quoi. Il faudrait juste fermer les fast-food au gros et ça serait plus simple, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que tu crois que notre génération, si elle a des enfants et que c'est pas
l'apocalypse, est-ce qu'on aura ce truc aussi de manger tous ensemble, tu vois. Je sais que quand j'étais petit, moi, j'avais pas le droit de bouffer Oui, ça. ailleurs qu'à table. Ouais, Je sais pas bien si c'était sûr. pareil pour Watt. Pareil. Et quand je voyais toutes les séries américaines, tu sais, où ils avaient leur assiette et qui marchaient jusqu'à leur chambre, j'étais genre, ça tue, moi, je veux Ouais. faire ça aussi, tu Je vois. comprends. Et est-ce que nous, vu qu'on est une génération un peu plus de kiffeurs, tu vois, parce que le seul truc qu'on veut faire, c'est bien s'amuser, est-ce que, tu vois, on va... Non, quand on aura nos gosses et tout, ça sera à table. C'est un moment incroyable d'être à table. Moi, là, Bah ouais, je reviens de 3 jours chez mes darons. Autant on peut jouer aux cartes en dehors, on peut faire nos vies, etc. Séparément, mais les 2 moments clés où on se retrouve et on parle, c'est sûr, t'assois. c'est à midi T'éteins ton et le portable. soir, quoi. Mais t'as même pas ton portable, il est dans le salon, t'es dans la cuisine. Et tu passes à table et tu parles de la journée de ton daron, ou tu parles de tes envies, ou il y a des discussions qui peuvent être hyper deep, mais c'est à table que ça se passe, tout ça. Genre, c'est à table que t'as le patriarche qui est en bout de table, t'as le pain qui circule, ça rigole, ça discute. Enfin, c'est les moments à table. Nous, les grands rassemblements de famille à Noël ou des trucs comme ça, c'est des moments où c'est tellement long que t'as le droit de sortir de table entre chaque plat vite fait. Et quand t'étais petit, t'étais content, t'allais jouer entre le dessert et entre le fromage et C'est le vrai, dessert, ouais. t'avais le droit. Et puis nous on buvait pas le café, donc on savait que c'était à la fin, tu pouvais sauter. Moi la plupart de mes souvenirs d'enfance sont à peu près reliés à la table, quoi. C'est c'est ça. c'est, C'est un vrai truc. Donc, ouais, ce côté, effectivement, c'est un truc qu'il faut garder, je pense. Et ce côté, effectivement, le fait de manger, c'est quand même un moment de partage aussi, un moment de discussion et un moment. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un temps qu'il faudrait limiter parce qu'il faudrait qu'on fasse plus de trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, alors que non, prendre un peu de temps pour manger, c'est quand même. ouais, moi rien qu'avec le taf, je le vois, si j'avais pas le petit moment, ce petit moment où je peux aller prendre ma carte ticket restaurant et aller manger, j'ai l'impression que c'est gratuit parce que j'ai une carte ticket restaurant, mec. Je te jure, c'est le moment de kiff ultime. Les tickets resto, c'est un sacré sujet, ça. Allez, c'est parti, 1 heure sur les tickets restaurants. Donc Rémi, comme voilà, je t'ai invité le sujet de la semaine, les tickets restaurants. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Rémi, les tickets resto? Alors on va finir avec Las Vegas en speed parce qu'on va parler des tickets restaurants. J'ai écouté le podcast de Louis, c'est un petit peu Ça part en étrange. couille, hein, Ça quand part en même couille. chelou. Ok, non, bah écoute, on a peut-être fait le tour. C'est quoi ton plat préféré, Rémi? C'est tout ce que tu cuisines. Non, c'est pas vrai. Je fais que des pâtes au pesto rosso. Mon plat préféré? Dans ta vie d'avant, c'était l'entrecôte. Ouais, non, attends, je vais dire un truc végétarien comme mon plat préféré. Non, le plat préféré, ouais, non, c'est des trucs chinois un peu Sweet précis. Mama Jesus, non, c'est pas. Ah ouais. Bah, alors ça c'est marrant, ça on en a pas parlé, mais c'est vrai que par contre, le devenir végétarien aussi, c'est quand même ça aussi qui m'a amené à beaucoup cuisiner. Parce que tu vas vraiment, c'est pas aller chercher le goût de la viande, c'est aller chercher les goûts qu'on connaît pas. Parce que culturellement, quand tu nais en France, c'est que t'as été élevé, moi j'ai élevé dans le sud-ouest, tu sais, t'as une éducation quand même culinaire qui est super forte et très reliée à la viande. Parce que ce que tu disais, t'as ton plat de viande et t'as les légumes qui accompagnent. Les légumes, c'est ce qui fait chier, et à côté, t'as la viande qui est là, et c'est le meilleur truc, tu vois. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à le végétarisme, j'ai dû me mettre à essayer de cuisiner un maximum bien les légumes. Et au début, j'étais obnubilé par comment bien cuisiner un légume. Et ensuite, tu vois, est venue une cuisine un peu plus, on va dire, un peu plus fine, où j'ai envie qu'il y ait un alliage entre tout ça et qui donne un nouveau goût, un nouveau truc, tu vois. On a déjà fait ici, tu vois, quand on mange moi je trouve que les nouilles froides, par exemple, avec des sauces qui sont assez compliquées au final et qui sont avec plein d'herbes différentes, qui sont à la fois acides et salées, tu vois, genre, et je trouve que le végétarisme, ça amène vraiment... Végétarisme, putain, je parle comme Jamel. Le végétarisme, ça amène vraiment à chercher des nouveaux goûts. Et ces nouveaux goûts-là, je pense que la génération d'après les auront de base. Tu vois, quand tu vois les restaurants maintenant, tu vois qu'il y a beaucoup de miso, par exemple, c'est des trucs qui n'existaient pas avant. Le miso, tu vois, personne n'en mangeait. Il y a plein de goûts. Tu vois, la patate douce, tu la vois partout. C'est un truc que nous, on n'avait pas. Je pense que les prochains gamins, ils vont s'éclater, mon gars, parce qu'ils auront accès à plein de légumes différents, mais en même temps qui niquent la planète. Donc, Ils vont s'éclater, mais est-ce que ça va pas être un kiff qui va être, encore une fois, un kiff de gens riches et les gens pauvres qui vont manger de plus en plus mal et les gens riches qui vont manger de mieux en mieux? C'est ouf, parce qu'en plus, regarde, nous, les gens... Moi, je me mets dans les gens riches, clairement, c'est que moi, je fais attention à manger bio et à manger, tu vois, végétarien quand je peux, bio quand je peux et végétarien tout le temps. C'est devenu limite un truc de bourgeois de manger plus simplement, tu vois, alors que... C'est vrai que c'est drôle. Après, tu dis que tu mets parmi les gens riches, je pense qu'on a à peu près le même train de vie. Et moi, si tu on veux n'est pas riche, mais tu vois, je veux ouais, dire, moi, par la bouffe, rapport oui, à... mais moi, la bouffe, c'est un truc qui saute. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis un peu enrhumé. Ma mère, avant de me ramener au train hier, me dit achète-toi du jus d'orange, je te dis la marque et tout. Et je dis oui, mais tu te rends compte que le jus d'orange que tu me proposes, en fait, c'est 1/10 de mon budget plein de courses. Juste cette bouteille de jus d'orange là. Donc, si tu veux, il y a un côté excluant, même pour moi qui me considère comme quelqu'un de très chanceux et très pisse dans ma vie.
financière comme autre. Je me fais des kiffs, je mange plutôt bien et 3 fois par jour, tout va bien. Mais effectivement, même moi, l'accès à la bonne bouffe, elle est limitée aujourd'hui en tant que personne qui débute dans un nouveau métier où j'ai pas encore mon accès à un salaire confortable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même assez drôle, surtout quoi. que tu l'avais vu ce truc de... Ça aussi, ça m'avait fait vraiment marrer. Tu sais qu'une pomme maintenant, ça a 10 fois moins d'apport C'est tu drôle, vois, ça, qu'une pomme d'avant, tu vois. Et c'est n'importe quoi ce qu'on fait. C'est ouf, hein. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que là, c'est ça le chiffre, c'est que pour avoir les apports d'une pomme il y a 20 ans, faut en manger 10. Ouais, voilà, ok, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je crois. Et putain, mais ça aussi, tu veux dire, à un moment, il faudrait peut-être qu'on s'arrête de devenir fou, quoi. C'est ouf. Est-ce que tu crois qu'après avoir lu cet article, il y a des gens qui se sont mis à manger 10 pommes par jour pour. Je pense que c'est la seule. Combien vous voulez de pommes ? 10. Ouais, ok, non, c'est vrai qu'on est dans un monde compliqué et la bouffe fait partie de ça. On sait plus trop quoi faire. Mais enfin, moi ça me rend ouf là. Maintenant ça y est, je suis lancé là. À la fin. À la fin, mon gars. À la fin du podcast, je suis en train de m'enflammer. Non, mais c'est vrai que putain, c'est peut-être un problème qu'on devrait régler assez rapidement, quoi. Genre, il faudrait Ça pourrait qu'on être dise. réglé très rapidement. Et au final, c'est avec ça que t'as ouvert le sujet, mais est-ce que, ouais, il faudrait pas qu'on ait des plats, genre, le gouvernement français nous dise, les gars, il faut manger ça par contre, parce qu'en fait, tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Un putain de gouvernement mondial. Ouais, c'est ça que Où vraiment il y aurait tout le monde, et on disait, bon, les gars, ça a merdé de ouf pendant pendant 2000 ans avant, là, il va falloir qu'on règle tout, donc voilà pour les 40 prochaines années. Par région, et en étant écologique, en étant sain, et en même temps en étant kiffeur. Et ça donnerait un lundi super sympa, tu sais, où Bah t'as oui. le monde entier qui est là, genre, alors qu'est-ce découvre qu'on va son manger cette semaine ? Oh non, endive au jambon. Il y a encore de la viande apparemment, tu vois, mais ça serait vraiment cool, quoi. Mais moi, honnêtement, ça serait un gouvernement mondial qui m'assure qu'au niveau écologique, sain pour moi et en même temps kiff, il faut manger de l'endive au jambon. Je te jure que j'apprends à aimer l'endive au jambon. T'imagines, il y aurait des espèces de circuits un peu underground où tu dirais, tu sais, Tu sais, ça se filerait des tables de chocolat sous le manteau. tiens mon petit gars, c'est des Milka. Agendas, tiens, tu veux l'Agendas Avec la sauce barbecue dans la tuyauterie. Bon, écoute, je pense qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler autour de la bouffe, rapidement ? Ouais, pas grand chose, pas grand On a chose. fait Je le pense tour. que la bouffe, les gars, il faut continuer à manger. C'est le plus important. Ça, c'est. Bah, c'est assez drôle parce qu'on en a parlé avec. J'en ai parlé avec ma daronne avant de repartir sur Paris hier. Pour enregistrer le podcast, on parlait de bouffe du coup parce que j'aime bien le jour avant d'enregistrer le podcast d'être à fond dedans et d'avoir des idées à propos de ça. Et elle me disait c'est marrant parce que la grève de la faim, c'est le seul truc physiologique qu'on peut faire parce que tu peux pas faire une grève du sommeil parce que tu vas finir par t'endormir. Tu peux pas faire une grève et la faim, tu peux ne pas manger et c'est le seul truc qui peut te faire mourir. Il y a Et un truc qui fait. J'ai Tu penses pensé à Jean plusieurs Lassalle ? fois. Non, c'est pas ça. Je pense toujours à Jean Lassalle. Mais non, le truc qui fait marrer avec la grève de la faim, c'est que c'est un bon. Je trouve que c'est un bon compromis. Parce que tu vois, quand tu fais une grève de la faim, je sais que tu peux tenir environ 30 jours, quoi. Alors que toutes les autres grèves, tu vas pas durer longtemps. Tu vois, si tu fais une grève de la soif, t'as 3 jours pour que tu sois libéré de prison. Et c'est beaucoup trop court. Tu vois. Alors qu'une grève de la faim, c'était très bon, tu peux tenir des mois et des mois. Tu vois. Je trouve que les premiers mecs qui ont eu l'idée, c'est quand même des mecs qui se disaient avec un peu de chasse, ils craquent la première semaine. tu crois que c'est deux personnes qui ont fait. Est-ce que tu crois que c'est deux personnes Il y en a un qui a fait une grève de la faim, une qui a fait une grève de la soif en même temps. Et en fait, lui, il a vu son pote mourir au bout de 3 jours. Il fait bah, moi ça va, qu'est-ce qui se passe Ça Et va, genre... ouais. Ça a toujours fait marrer parce que. Genre, je sais que j'en ai vu un la dernière fois qui faisait une grève de la faim devant Canal. Et tu sais, il a vraiment un panneau grève de la faim. Et j'ai pensé des trucs atroces. J'étais genre, il a l'air bien, tu vois, ça doit être les premiers jours. Enfin, la grève de la faim, c'est quand même. Ouais, t'es pas en danger de mort imminent. Non, c'est vrai. Par contre, d'après moi, l'après-grève de la faim, tu dois bouffer pour essayer de remettre ton organisme. Tu vas avoir des carences de partout. Ouais, tu vas te Jean faire Lassalle. chier. Putain, pourquoi ils ont mis 3 semaines à accepter mon. Jean Lassalle, aussi brillant qu'il soit pour avoir été là où il a été, c'est-à-dire avoir sa signature et tout ça, je sais pas trop ce que c'est, mais effectivement, beaucoup de gens pensent que sa grève de la faim, c'est ça qui l'a rendu un peu teuteux quand même. Ah bon ? Ah, c'est suite à la grève de la faim qu'il a commencé à être lié. Enfin, si tu vois les vidéos d'avant et d'après, c'est. Il faut arrêter avec ça. Non, mais je veux dire, quand tu vois les vidéos avant sa grève de la faim et maintenant, il s'exprime différemment. Teuteux ou pas teuteux, sans porter le jugement de valeur de comment Mais il est c'est vrai aujourd'hui. qu'il avait l'accent belge avant. Je sais pas si Il tu était savais blond. ça. Il était blond. Il est sorti. Oh, le billet, c'est quoi ça, merde, avec tout c'est quoi. Ok, bon, on a bien parlé de bouffe, moi ça m'a fait Et on plaisir. finit avec Jean Lassalle, ça fait plaisir. On finit pas avec Jean Lassalle parce que j'ai une Ah, question merde. que je pose à chaque fois en fin de podcast parce que je commence à créer mes habitudes. Non, en vrai, c'est je pose à chaque fois à chaque personne qui vient en face de moi, suivant l'angle de Norm Macdonald sur scène, qui est vraiment un de mes stand-uppers préférés de loin, qui dit qu'il souhaite toujours à la prochaine génération, que quand il était jeune on disait on fait de ça pour la prochaine génération, il pensait que c'était lui, et il est arrivé, on lui a dit bah du coup c'est pour moi, et on lui a dit non, c'est la génération d'après. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu souhaites à la prochaine génération, Rémi ? En général, là, c'est pas autour de la bouffe, c'est ce que tu veux. Et Qu'est-ce que si tu on leur souhaites souhaitait pas pour une fois de pas du tout connaître le mal du siècle ? Tu sais que la prochaine génération intéressant. débarque, ils se disent
Meilleure génération ever. Ce serait pas énorme d'être vraiment là et d'essayer d'avoir l'impression d'être tous ensemble, d'être là. Oh là, putain, mec, on va faire le grand ménage sur ce qui s'est passé avant. On va leur laisser, la prochaine génération, une planète de ouf. On s'y met tous ensemble et toute la vie est une grande fête. Tu vois, les mecs, ils sont là, genre, allez, on va les bosser. Il y a plus de salaire. Les mecs, ils y vont pour le kiff, tu vois. J'aimerais bien voir ça, moi. Bah, tu viens de souhaiter une super chose à la prochaine génération, Rémi. Juste les gars, soyez heureux dans la génération que vous êtes, ça serait vraiment génial, quoi. Et quand même, ceci étant dit, moi je suis assez satisfait de la mienne. Hein. Voilà. Moi aussi. Je l'aime beaucoup. Et bah écoute, on a plein de trucs, on a un futur, même s'il est apocalyptique, intéressant. Voilà, si on est quand même la génération qui voit la fin du monde, c'est plutôt cool, hein, parce que ça fait quand même longtemps que les gens l'attendent. Okay. Et voilà, et si ça se passe bien, encore plus, quoi. Si ça se passe bien, encore plus, et bah écoute... Et on a du porno en VR. Allez. Bon bah je pense que le porno en réalité virtuelle, c'est officiellement le mot de la fin. On souhaite à la prochaine génération d'être heureux, de ne pas se sentir comme étant une mauvaise génération, et de regarder un maximum de porno en réalité virtuelle. C'est ça la conclusion, Rémi ? Ouais, plus ou moins, ouais. Ok, non, en vrai, c'était cool que tu sois venu. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire un épisode très intéressant. Merci d'être venu, Rémi. C'était cool. Ciao. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je suis obligé de faire le petit pitch. Partagez, mettez des étoiles, parlez-en autour de vous. Réellement, c'est grâce à vous que le podcast peut tourner. Et merci encore de faire partie des gens qui écoutent le Café Holo 7 chaque semaine. Merci à Rémi d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, c'était un kiff. Il est encore là quand j'enregistre l'outro et c'est assez gênant. Merci à lui. En vrai, vous pouvez le retrouver sur Facebook, Rémi Boy. Alors je dis boy parce qu'il m'oblige à dire boy, mais en vrai ça s'écrit boys. Vous le retrouvez plus facilement comme ça. Il lance une scène bientôt, donc soyez à l'affût. Il coécrit également tous les épisodes du podcast Froussin Détective Privé, que vous pouvez voir au One More Joke toutes les semaines en exclusivité en live, et que vous pouvez écouter sur toutes les applications de podcast. La semaine prochaine, je prendrai un café avec Lenny. Je suis hyper content. Lenny il lance son heure bientôt. J'ai hâte de la voir et j'ai hâte de parler avec lui la semaine prochaine. Et avant de vous laisser, j'aimerais remercier Alicia et John qui sont là depuis le début dans l'aventure. Je vais quand même remercier encore Fred qui m'a beaucoup aidé au début et qui m'a prêté son matériel pour pouvoir me lancer. Merci à lui. Et j'aimerais remercier également Pierre Chagnon à la musique comme d'habitude. Merci également d'ailleurs à Xavier et Bat qui m'ont donné pas mal d'idées de sujets pour pouvoir parler de bouffe aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que l'épisode vous a plu et comme d'habitude, je vous laisse avec l'extrait d'un discours qui m'inspire énormément. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Celui qui est peut-être plus grave, c'est que l'homme perde son individualité, c'est une espèce de liberté, je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, quoi, cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant, quoi. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tous. C'est des espèces de groupes qui viennent autour de nous et qui nous crient ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. C'est que l'homme est en train de disparaître en tant qu'individu. Enfin, il n'est pas dit que ce soit définitif, ça, mais en ce moment, ça en prend bien le chemin.